de l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour. Les combats entre les individus, aussi bien qu'entre les gouvernements et les nations, sont l'invariable résultat de l'incompréhension dans l'interprétation la plus large de ces termes. Merci de réfléchir sur ces propos de celui qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands scientifiques dans l'histoire de la technologie, Nikola Tesla. C'est un inventeur et ingénieur américain d'origine serbe qui a déposé à lui seul plus de 300 brevets d'invention. Merci d'y méditer en cette journée du 11 juin 2019. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette deuxième convocation de la semaine de votre émission du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Nul n'a le droit de condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit sans un jugement conséquent. Merci de votre fidélité à ce programme. Je suis le président Loukman Sanfo, deux juges au siège, Bernard Boukma, Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Vous faites office de juge au siège à cette émission. Mesdames, Messieurs, le rendez-vous, faut-il le rappeler, c'est de lundi au vendredi à partir de 8h pour les directs et 22h pour les mêmes jours pour la version rediffusée. Merci de votre fidélité. Alors, ce matin, mesdames, messieurs, il nous revient que les travailleurs des médias publics sont inquiets quant à leur sort dans la dynamique de mutation de la RTB et des éditions Sud-Ouest en société d'État, une idée qui avait été émise selon les protocoles d'accord de la sortie des crises du 29 décembre 2016. Alors, il se trouve que lors du Conseil des ministres du 29 mai dernier, leur ministre de tutelle a préconisé des réflexions approfondies sur le dossier et sa déclaration, en tout cas, qui a été rendue publique le 5 juin 2019, semble n'avoir pas été de goût de ces travailleurs qui semblent être indignés, qui a indigné justement le camp d'en face pour qui, je cite, cette sortie inappropriée traduit une agitation fébrile qui cache mal l'intention de torpiller les intérêts des travailleurs des médias publics. Alors, mobilisés au sein du Synatic, les travailleurs ont décidé d'observer 2 journées de protestation sous forme de sit-in les 12 et 13 juin 2019 de 8h à 11h sur toute l'étendue du territoire national pour exiger, disent-ils, la mutation diligente des éditions Sidoya et de la RTB en société d'État avec l'ensemble du personnel tel que recommandé par la commission mixte, aussi la dotation de ces médias en équipement et moyens conséquents pour leur fonctionnement efficace au service des populations et de l'intérêt général, ont-ils annoncé. Alors pour comprendre donc les positions de part et d'autre, nous avons convoqué le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture Synatic à la personne de Sidiki Dramé. Bonjour. Bonjour Président, bonjour aux deux juges. Bonjour. Vous êtes journaliste à la RTB, mais ça n'empêche pas que vous soyez en tout cas devant ce tribunal pour répondre en tout cas de votre sortie puisque vous êtes le secrétaire général du Synatic. Mesdames, Messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. Nous commençons par les avant-propos.
Je donne la parole au juge Bougma pour commencer. Merci, Président. Alors, mon avant-propos va concerner un document qui est sorti lors du voyage que le pape François a effectué aux Émirats Arabes Unis en février 2019, où il a rencontré le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Taïeb, présenté comme la plus grande, donc l'imam de la plus grande mosquée sunnite au monde. Et donc de là, ils ont sorti un document donc intitulé La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Et là, ils ont lancé un appel, et je vous lirai un extrait. Nous nous adressons aux intellectuels, aux philosophes, aux hommes de religion, aux artistes, aux opérateurs des médias et aux hommes de culture en toute partie du monde, afin qu'ils retrouvent les valeurs de la paix, de la justice, du bien, de la beauté, de la fraternité humaine et de la coexistence commune, pour confirmer l'importance de ces valeurs comme encre de salut pour tous et rechercher à les répandre partout. Donc c'est une interpellation qui est adressée à pratiquement toute l'humanité, parce que les artistes, les opérateurs de médias, les philosophes, les intellectuels, les hommes de religion, les hommes de culture, donc il rappelle que chacun a un rôle à jouer en ce qui concerne la préservation de la paix, en ce qui concerne la coexistence commune et aussi les valeurs de la fraternité humaine, également de la beauté. Donc parce que cette coexistence est aussi également qui donne essence à la vie dans le sens de la différence sur le plan culturel, sur le plan religieux, et maintenant qu'on accepte dans ce principe-là. Alors c'était une rencontre en son temps, il y avait une image qui a fait le tour du monde, on a vu le pape François et l'imam Al-Taïeb en train de s'enlacer, et donc l'image a fait le tour du monde comme symbole des deux religions. Alors, après, il y a ce document effectivement qui est sorti, et je crois qu'il a été publié en la faveur de la fête du Ramadan, pour rappeler que chacun a un rôle primordial à jouer effectivement dans la préservation de la paix et dans tout ce qui a été donné comme valeur à avoir. C'est un message fort qui vient de ces deux leaders religieux, et c'est tout un symbole. Le pape François et Al-Taïeb, donc qui est l'imam, je dis bien, de Al-Azhar, qui est l'université Al-Azhar. Vous savez que quand on parle dans le monde arabe, on parle de la plus grande université Al-Azhar, ça veut dire beaucoup de choses, c'est tout un symbole. Donc je voudrais que cet exemple, en avant-propos, c'est que ça puisse inspirer les uns les autres, quel que soit le niveau de l'échelle où nous nous trouvons, que ce soit en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle, nous avons tous des responsabilités à jouer dans la préservation de la paix et du vivre ensemble. C'est ça mon avant-propos. D'accord, merci à vous, juge de l'actualité Bernard Bougma. On passe maintenant à la parole à Geoffroy Var. Merci Président. C'est vrai que hier on n'avait pas abordé le sujet, mais c'est quand même assez grave quand on voit ce qui s'est passé récemment au Mali, la furie contre ce village de la Sobamda, et ça rappelle aussi un autre massacre de Peul, 160 si ma mémoire est bonne, et quand on ne peut pas ne pas faire de corrélation, parce que il y avait les Dogons qui étaient derrière cette milice là, et pour beaucoup c'est une représailles. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est un village qui a été encerclé, ce qui est très grave. Les enfants, les femmes, les vieux, personne n'a été épargné. Les gens ont été égorgés, éventrés, brûlés. C'est dire qu'on a atteint, on a dépassé un seuil de bestialité pas possible. C'est du domaine de l'inexplicable. Et c'est très grave ce qui s'est passé. Et ce qui fait craindre, c'est vrai qu'il y a la sortie du président Ebeka et tout, mais ce qui fait craindre, je ne sais pas si vous avez lu le message de la milice Dogon, ils ont dit qu'ils ont d'abord condamné l'acte et tout, mais ils disent que c'est une déclaration de guerre. Comment sortir de cette spirale? C'est la grande question aujourd'hui. On y voit des relents d'attaques terroristes, mais aussi de vengeance identitaire, qui trouve sa source dans le conflit ethnique. Mais là, ça commence à devenir un cocktail trop vilain. Mais ça ne concerne pas seulement que le Mali. Quand vous regardez les manœuvres un peu au Burkina, c'est vers ça on veut aboutir, en essayant de mettre les peuples, les ethnies, les unes contre les autres. Et c'est aujourd'hui l'autre visage, on va dire comme ça, de ces violences-là. Et on doit commencer à prendre garde, parce que on commence à beaucoup plus se tuer et aller dans l'ignominie même, dans l'acte de la tuerie, que ce que le terrorisme lui-même faisait. C'est ça la réalité aujourd'hui. La façon dont les gens meurent dans ces conflits
ethnique là, et quand vous regardez, je parle pas des rituels, mais vous regardez la violence, elle est nettement plus forte que les attaques que nous avions, où c'est vite fait, les gens sont morts, c'est fini. Donc on est devenu presque pire qu'eux. Et si on ne fait pas attention, c'est ce verre dans le fruit là qui va tout gâter. Et je pense qu'on doit comprendre qu'il y a un jeu malsain qui est en train d'être fait. C'est des peuples qui ont longtemps vécu en bonne intelligence. Pourquoi maintenant? Et quand on se pose la question de savoir pourquoi maintenant, on comprendra que c'est des gens qui tentent d'opposer les uns aux autres. Mais ça, on a des dirigeants qui ont du pain sur la planche et qui doivent travailler à donner ce climat d'apaisement là, mais avoir le discours de sincérité, et puis quelquefois crever l'abcès parce que derrière c'est des petits favoritismes, c'est des petites choses qui sont exacerbées et monter en avant pour opposer les uns aux autres. Mais donc il y a un travail de fond à faire, il y a une bonne sensibilisation à faire, et ça c'est pas seulement au Mali, je le dis encore, c'est aussi la réalité du Burkina Faso, et il faut prendre le problème à bras le corps dès maintenant. D'accord. Merci à tous les deux pour cette première partie de l'émission baptisée Les Avant-Propos. À présent, mesdames, messieurs, on va s'intéresser au mouvement d'humeur des travailleurs des médias publics qui, vous le savez, après une conférence de presse tenue le vendredi 7 juin dernier, ont décidé d'observer 2 journées de protestation sous forme de sit-in les 12 et 13 juin prochains. Ils disent que ça va être de 8h à 11h sur toute l'étendue du territoire national pour exiger la mutation diligente des éditions citoyennes et de la RTB en société d'État avec l'ensemble du personnel tel que recommandé selon eux par la commission mixte, la dotation aussi de ces médias en équipement et moyens conséquents pour leur fonctionnement. Alors, le bureau national du syndicat qui a tenu cette conférence-là a exprimé son indignation face à la déclaration du ministre en charge de la communication rendue publique le 5 juin dernier. Pour lui, cette sortie inappropriée traduit une agitation fébrile qui cache mal l'intention de torpiller les intérêts des travailleurs des médias publics. Alors, nous avons voulu comprendre les positions de part et d'autre, et ce matin, c'est le secrétaire général du Synatic, Sidiki Dramé, qui est notre invité. Bonjour et bienvenue encore une fois. Encore une fois, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs, et à vous aussi. Merci pour l'invitation. Alors, on va commencer par parler du contenu de ce protocole d'accord qui a été paraphé en 2016. On a vu comment est-ce que les médias publics ont été secoués par cette crise, notamment la RTB. Alors, aujourd'hui, quand vous parlez de ce point sur la probable mutation de ces 2 médias en société d'État, ça donne l'impression que ça a été une décision toute faite dans ce protocole d'accord, alors que on a l'impression que c'était juste qu'une idée émise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Merci. Effectivement, c'est la genèse là qui va permettre effectivement à l'opinion et à tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi les travailleurs sont à bout de patience et veulent aller en action d'interpellation encore. Effectivement, c'est un processus long, hein. Depuis 2013, où les premières actions ont commencé, sous l'ère Alain Edouard Traoré, au temps du régime comparé, et il y a une commission qui a été mise en place pour réfléchir sur les questions cruciales au niveau du ministère. Donc c'est tous ces travaux, les conclusions, avec les études qui ont été menées sous la transition, et notamment la commission nationale pour les réformes et la réconciliation. Donc c'est un ensemble de réflexions et de textes qui ont abouti à cette proposition de loi pour donc résoudre définitivement les questions récurrentes que connaissent les médias publics et même les privés, puisque c'est la même loi où il y a le fonds d'appui à la presse privée qui a été augmenté et le fonds a été créé aussi. Donc au niveau de l'audiovisuel, on a estimé que c'est le statut de société d'État qui correspondait pour résoudre ces problèmes, de même qu'à Siloya. Donc le protocole d'accord en fait a été arraché suite au mouvement que nous étions obligés de mener pour appliquer cette loi. Donc ça n'a pas commencé par le protocole d'accord, c'était bien affirmé dans les textes de loi en 2015. Alors la société d'État, vous avez vu, il y a toute une campagne qui a été orchestrée depuis que le processus a commencé pour mettre en avant la compression du personnel et la non-viabilité, bon, des arguments qui ne tiennent pas en fait. Les travailleurs ont demandé l'amélioration conséquente des conditions de vie et de travail, les équipements. Ce n'est pas les rémunérations seulement qui sont mises en avant. En fait, pour que les médias d'État soient vraiment des médias de service public, voilà, au service non seulement des gouvernants, mais de la population. Donc voilà pourquoi
nous disons que même si c'était un autre nom qui avait été trouvé, nous allions exiger que cela soit appliqué parce que c'est ça qui a été la solution proposée. Ce ne sont pas les travailleurs qui ont demandé. Voilà, on avait demandé un statut autonome et des équipements conséquents pour les médias. En réponse, voici ce que le gouvernement propose à travers la loi adoptée au niveau du CNT. Donc, 4 ans pour opérationnaliser une loi. Est-ce que vous pensez que dans un État démocratique ou bien qui veut vraiment résoudre les problèmes, est-ce qu'on devait arriver à ça? Il a fallu des grèves, des mouvements d'humeur. Pendant près d'un mois en 2016, la crise a été résolue avec l'implication des plus hautes autorités et voilà ce qui a donné lieu au protocole d'accord. La commission mixte, elle a un rôle, ça a été dit dans le protocole d'accord. C'est la commission mixte qui devait suivre les travaux des cabinets qui vont faire les études. Maintenant, pourquoi nous disons que nous sommes indignés? C'est pas le 7 juin seulement qu'on avait lancé déjà l'alerte depuis le 6 mai, voilà, à travers une conférence de presse, voilà, pour interpeller le gouvernement. Et c'est après le 29 mai maintenant, quand on a vu la suite réservée, nous avons trouvé que ce n'était pas du tout une considération pour un problème qui avait créé une crise grave au niveau des médias publics et qui a été ressenti au plus haut niveau. Donc voilà pourquoi nous avons décidé d'interpeller encore le gouvernement par ces 2 journées de protestation et d'autres actions suivront si en tout cas il n'y a pas un examen sérieux, en fait une suite sérieuse à donner à la préoccupation. Alors on a pu entendre le discours assez virulent, voilà, qui a été sorti lors de cette conférence de presse. Et quand vous dites que cette sortie du ministre de la Communication cache mal, on va dire, une agitation fébrile de torpiller les intérêts des travailleurs du secteur, on va dire, des médias publics, est-ce que ça a quelque chose avec sa personne, du fait qu'il soit un journaliste qui vient du secteur privé, et vous pensez que... Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport aux différentes attitudes que nous avons constaté avant la signature du protocole d'accord. Le dialogue était rompu avec le ministère. Vous saviez, c'est le président de Faso et le premier ministre qui ont pris l'affaire en main en créant une deuxième commission pour les négociations. Et ça, on avait déjà... C'est parce qu'on a suspendu le mouvement en octobre. Donc, on a vu directement que notre interlocuteur direct n'était pas du tout favorable à la mise en œuvre de cette loi. Nous ne savons pas pourquoi. C'est pas parce qu'il est de privé, non. On a senti ça dès 2016. Il nous a dit que c'est avec l'état de la RTB, et puis voilà, on ne peut pas aller à une société de ça. Donc, on a montré que c'était possible, c'est une loi. Voilà. Mettons-la en œuvre, s'il y a des problèmes, c'est le même État, l'État est souverain là. Avant qu'on ne soit EPE, on est passé par combien de statuts? D'abord, c'était sous le couvert du ministère. Ensuite, il y a eu le budget annexe. Ensuite, on est passé au statut d'EPE. Depuis dans les rapports d'études, qu'est-ce qui a été souligné? Même en étant EPE, il y a la gouvernance qui a été dénoncée. Le diagnostic a montré que avec une meilleure gouvernance, les EPE, Siloa et RTB peuvent faire plus de chiffre d'affaires que cela. Ça, c'est un. Maintenant, nous, on vient nous dire non, quand on va à la société, il y a un problème de personnel, il y a un problème d'effectifs pléthoriques. Où? Ce n'est pas ça le problème. Quand on a un plan stratégique sur 3 ans, par exemple au niveau de la RTB et puis du Siloa, avec un effectif qui, pour le moment, on peut dire que ça ne suffit même pas. La RTB, c'est pas Ouagadougou seulement. Il y a Bobo, il y a Fada, il y a Dori, il y a Ouéguia, il y a Kaya. Donc, et quand on veut mettre en avant, pourquoi nous sommes indignés de la sortie du ministre, dès que le conseil de ministre a donné une suite en disant qu'il faut des réflexions approfondies, après 2 ans, presque demi d'études, où une commission mixte composée de 4 ministères, plus le Sénatique, des experts, ont analysé ces rapports d'études, ont fait des propositions concrètes, nous avons dit que c'est un recul grave dans la mise. On ne peut pas signer un protocole d'accord
Et quand le processus est bouclé maintenant, on va dire renvoyer encore les choses à des études. C'est une volonté manifeste de ne pas réaliser ce projet qui est vous revenez avec insistance sur le protocole d'accord, sur la loi. C'est capital, oui. Je précise que c'est l'article 7 de la loi sur la presse et l'article 30 de l'audiovisuel adopté sous la transition qui stipule justement que les médias publics sont des médias de société d'État. En même temps, cette loi dispose que l'État peut créer des EPE. On a l'impression que vous ne voulez pas entendre cette voix-là. Non, ça c'est une alinéa. Le premier alinéa, c'est ça qui est important. Voilà. On a dit d'abord, il faut passer à la société d'État pour voir. Mais si c'était un peu qu'on peut créer là, on est un peu, est-ce que ça résout le problème? Ça ne tient pas la route. Pour dire que, c'est pourquoi nous disons que c'est une campagne. Quand on revient à la genèse, en mettant en avant des éléments comme ça, vous voyez que l'intention est manifeste. Alors que il y avait tout ça pour qu'on a signé le protocole d'accord. Pour opérationnaliser. Le gouvernement s'est engagé. Opérationnaliser, c'est bel et bien écrit ici. Et c'est le point clé du protocole d'accord. C'est ce qui a calmé la situation. Sinon, il y a d'autres points. Comme souvent le gouvernement parle en termes de ratios. Or, chez nous, ce n'est pas les ratios qui comptent. Sur 8 points, on dit il y a 6 points qui ont trouvé des solutions. Non. Si le point clé n'est pas résolu, ça veut dire que la crise peut redémarrer à tout moment. D'accord. On va revenir sur les recommandations de ces deux cabinets d'études. Geoffroy, je vous passe la parole. Merci, Président. Moi, j'aurais d'abord une question toute simple. Je me rappelle qu'à votre point de presse, vous avez tenu à préciser aux confrères qui étaient là-bas que ce n'est pas une grève. Pourquoi cette précision? Non, est-ce qu'on a précisé? Nous avons annoncé les premiers mouvements. 48 heures de sitting. Et vous dites à la fin, parce que dans l'élément que nous avons pu diffuser sur d'autres, vous dites à la fin, et c'est que je précise, ce n'est pas une grève. En fait, ça va faire sourire un peu. J'ai pas trop compris pourquoi vous avez donné cette précision-là, en fait. C'est parce que vous pensez qu'il y a trop de mouvements aujourd'hui que ça peut être mal vu. Pourquoi cette précision? Ou bien c'était juste comme ça? Non, il y avait une question expressement qui avait été posée. D'accord. Et quand on avait annoncé les mouvements, bon, certains confrères ont cru que c'était déjà une grève qu'on a engagée. C'est là que nous avons précisé que c'est 48 heures de protestation sous forme de sitting. Et c'est un avertissement. Maintenant, nous avons donné aussi l'information que suite à cette première action, s'il n'y a pas de suite favorable, on engagera d'autres formes de lutte, notamment les grèves et encore autre chose qu'on n'a pas dévoilée. D'accord. Et ma deuxième question, on a vu la sortie du ministre. Et bon, c'est ça qui a jeté un peu de l'huile au feu. Et il y a déjà même la communication orale qui ne vous satisfait pas parce que vous avez l'impression qu'il y a un recul. Il parle de réflexion approfondie pour vous un débat qui n'a même plus lieu. Mais il pose le problème aussi de la réalité de ces médias-là. Il dit qu'il y a l'incidence sur la question même des ressources humaines. Vous dites que ça n'existe nulle part. Mais vous ne parlez plus de la même RTB, de même citoyen, vous n'avez pas la même approche, alors que vous avez un comité mixte. Dans ce cas de figure, le comité mixte sert à quoi si vous n'avez même pas la même perception? Vous sortez, chacun dit d'une même réalité deux choses différentes. Merci bien pour cette question. En fait, vous avez suivi tout à l'heure, j'ai parlé de la commission mixte interministérielle, voilà, qui devait suivre en fait le processus, c'est-à-dire après les rapports d'études des cabinets, c'est la commission mixte qui devait examiner, faire des propositions, enfin adopter analyser les rapports d'études et faire une proposition au gouvernement pour un passage réussi. Nous étions membres de la commission. Et la recommandation qui a été faite par la commission, après toutes les analyses, puis il y a des options qui ont été proposées par les cabinets. Voilà. Donc la première option, c'est qu'on peut mettre en œuvre la société d'État avec l'ensemble des effectifs et avec l'accompagnement financier de l'État. Dire ce que la société puisse être viable. Deuxième option, le cabinet d'études pour la RTB surtout, qui a proposé qu'il faut une réduction au moins de 300 personnes sur les 795 et que selon eux, leur méthode et autres là, que 400 personnes peuvent faire le travail pour que la société puisse être fonctionnelle, mais avec l'accompagnement de l'État toujours, le même montant. La troisième option, en fait, c'était une recommandation. Ils ont dit que, en attendant
c'est comme une phase transitoire et on peut garder le statut que nous avons, EPE là, et demander une dérogation au gouvernement, c'est-à-dire bon, on va relier une grille, il y aura une grille spéciale, indemnitaire, salariale, et puis on va permettre aussi une gestion plus autonome, en fait sur le plan financier, plus d'autonomie à l'administration. Maintenant, quand la commission mixte, par exemple au niveau des Siliwaya, ils ont proposé trois options. Le cabinet, baisser les chiffres d'affaires dans un premier temps, non pas baisser, que je raconte, et augmenter les chiffres d'affaires, premier scénario, je dis que c'est ça qui va faire fonctionner mieux, et avec bien sûr l'accompagnement de l'État, et puis un siège conséquent à la TV, c'est ça qui a été préconisé aussi, pour estimer les montants dont je vais vous parler après. Deuxième scénario à Siliwaya, il faut baisser les charges. Voilà. Et le troisième scénario, c'est ils ont proposé une baisse des charges, en même temps augmenter les chiffres d'affaires. Bon, avec des scénarios qu'ils ont proposés. Donc la commission mixte, après avoir analysé, je vous rappelle que c'est eux qui sont dans les commissions pour le passage à la société d'État. Il y a le ministère du Commerce, le ministère des Finances, de l'Économie, le ministère de la Fonction publique, notre ministère qui présidait la commission et 5 représentants du Sénatique. Donc, la commission mixte, après analyse, a préconisé le passage à la société d'État. Au niveau des Siliwaya, il n'y a même pas eu de... Ils sont entre 200 et 300. C'est à la RTB que la deuxième option proposait une réduction de personnel. À Siliwaya, il n'y a même pas de problème. La commission mixte a proposé d'aller à la commission et à la société d'État avec l'ensemble des effectifs. Et avec l'accompagnement de l'État, comme préconisé par les cabinets d'études. Donc, c'est pourquoi nous ne comprenons pas que c'est quelle réflexion approfondie, encore il faut. Mais moi, quand vous dites ça, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous dites qu'il n'y a pas question de réfléchir. Parce qu'on a plusieurs options. Oui. Et ça, le ministre l'a dit de façon très claire. Les conclusions et recommandations qui ont été présentées au Conseil des ministres. Et il est revenu sur la question vous dites que la pléthore ne se justifie pas, alors que quand on voit la première option, c'est passer à la société d'État avec l'ensemble de l'effectif actuel, 795 agents, tout en indiquant qu'avec un effectif maintenu à 795, la RTB sous forme de société d'État ne peut pas être viable dans le concours financier permanent et constant de l'État. Donc, il y a un handicap. Sans le concours. Oui, sans le concours. Donc, ça veut dire que le nombre est un handicap. Ça veut dire que quand le ministre pose le problème des ressources humaines, il n'a pas tort. La preuve, l'option 2, passer à la société d'État avec un effectif réduit de 426 agents, avec un effectif réduit de 426 agents, on assure une plus grande rentabilité économique et financière. Donc la question des ressources humaines impacte. Mais l'accompagnement de l'État oui, mais la question, c'est des options. Donc dans les options qui sont proposées, on sent clairement que la question des ressources humaines sont... c'est comment dire ça, c'est une préoccupation qu'il faut bien gérer. C'est vrai qu'après il est dit qu'il est recommandé que quelle que soit l'option adoptée pour la mutation du statut de la RTB, un accompagnement de l'État à travers entre autres un capital social de 25 milliards de francs CFA doit permettre notamment à ces structures de se doter d'un siège moderne et de renouveler les équipements qui ont été gagnés par l'usure. Mais avant, il y a la question des ressources humaines sur lesquelles une vraie réflexion doit être menée. Maintenant, est-ce que le combat qui est le vôtre, c'est de se dire, on veut qu'on ait ce statut-là, mais qu'on reste dans le nombre qui est le nôtre. On ne veut pas que quelqu'un d'autre aille ailleurs. C'est ça la pomme de discorde, c'est quoi le problème? Mais c'est ça l'esprit du protocole d'accord. Je ne sais pas. Bon, vous avez fait une analyse, tout comme le ministre ou bien ceux qui pensent que... Mais pour nous, là, la société d'État, là, c'est un non. On nous a dit que son application doit amener... Donc vous allez réduire le personnel pour créer une crise encore. C'est ça l'esprit du protocole. Vous appuyez tout à l'heure sur ce que le cabinet a proposé. Oui, mais c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Le cabinet dit clairement que le nombre est un problème. Le cabinet a fait des indications, c'est des propositions. Le dernier mot revient à la commission mixte et au gouvernement. Voilà. Mais pour nous sortir de crise, si on signe un papier... Ils doivent s'appuyer sur les conclusions des deux cabinets. Qu'est-ce qu'on veut?
De toute façon, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Que ce soit la question du statut, c'est d'avoir une RTB et puis des presses comme Sidouaya qui soient des plus efficaces. Moi, je reviens à la réalité qu'on connaît. Hein. Nous tous, on regarde un peu sur le bouquet nos chaînes nationales. Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez, je le dis de façon empirique, vous passez dans les ménages des gens, la plupart des Burkinabés eux-mêmes sont friands de beaucoup de programmes qu'on a ailleurs. Donc on sait qu'il y a un travail qui doit être fait si on veut positionner aussi notre télévision, notre chaîne nationale, parce que elle n'évolue plus en vase clos. Il y a déjà en interne ici, il y a le combat que nous faisons avec eux et nous les obligeons à rehausser le niveau parce que nous existons et nous bousculons. Oui. Et puis il y a aussi aujourd'hui le marché qui n'est plus fermé. Ce n'est plus, quand on rentre dans un ménage, ce n'est plus RTB forcément qui combat avec BF1 ou qui combat avec True TV ou qui combat avec Burkina Info, il y a RTI qui est à côté, il y a les télévisions sénégalaises qui sont à côté, qui proposent d'autres programmes, qui sont consultés dans le même ménage. Donc le débat, il est ailleurs. Le débat de la qualité, il est celui vers lequel on doit aller. Maintenant, quand il y a des limites objectives pour moi, qui sont ressorties après un travail pour dire que le nombre ne permet pas d'avoir l'efficience, parce que le tout n'est pas l'efficacité. On peut venir prendre un petit pas de table, de sable, une petite boîte de sable avec toute une grosse benne, alors qu'une petite brouette aurait pu permettre de déplacer le table de sable. C'est ça l'efficience. Voir arrimer la question de l'objectif qu'on veut atteindre avec la rationalisation des choses. Donc, quand le débat il est posé comme ça, vous dites que vous ne devez rien entendre, si on doit y aller, mais on regarde le nombre, est-ce que c'est réaliste? Pour nous, c'est réaliste. C'est l'esprit du protocole d'accord. On a dit les médias d'État là, quel que soit le nom, en tout cas, chez nous, il n'y aura pas de réduction du personnel et nous savons que ça peut être efficace. La preuve est que malgré les problèmes que nous connaissons en termes de matériel et autres, nous pensons que la RTB et Sidouaya se maintiennent dans le contexte des médias. Nous sommes des leaders, mais nous tenons notre rôle et nous pouvons l'améliorer avec ce changement-là. Donc, réduction du personnel ou quoi ou d'autres. Mais est-ce que c'est pas un redéploiement? Est-ce que vous parlez de réduction, est-ce que c'est pas un redéploiement? C'est pas parce que c'est la fonction publique, on sait comment ça fonctionne. On ne fait pas faire un contrat, on réaffecte. Moi, je comprends votre logique avec ce que le ministre a développé. Nous, il ne fallait pas voter la loi. Voilà. On n'a pas dit de voter une loi qui va venir mettre des agents dans la rue. Non, moi je n'ai pas un camp, hein. Je vous titille. Vous avez interprété de la manière que... Et je me base aussi sur les rapports du cabinet. Oui, pour nous, les cabinets n'ont fait qu'un travail d'identification et de prospection avec des problèmes. C'est pas avant d'en faire un débat, Bernard a envie de prendre la parole. Oui. Allez-y. Quel a été l'accueil que vous avez réservé aux travaux des cabinets? Mais nous avons analysé avec les experts, nous avons d'entrée de jeu, nous avons dit que ils ont fait un travail scientifique, mais nous nous rappelons à la commission parce que... moi je voudrais savoir d'abord quel a été votre accueil. Est-ce que pour vous, parce qu'il y a plusieurs hypothèses, hein. Oui. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Maintenant le plan d'ensemble, donc de l'ensemble, le contenu général, quand vous avez regardé, est-ce que pour vous, ça cadre avec la réalité du terrain, qu'avec un effectif de 795, on peut atteindre tel résultat, avec un effectif de 426, on peut atteindre tel résultat, et tout. Et puis, il y a l'autre cabinet, parce qu'il y a deux cabinets, il y a eu l'autre... La presse écrite, donc, qui a également fait un travail. Donc, moi, c'est l'accueil qui a été réservé d'abord. Est-ce que pour vous, c'est un travail pertinent? Sur certains plans, nous avons apprécié, par exemple, le diagnostic qui a été posé dans les deux EPS, c'était vraiment bien fait. Et il y a eu, c'est surtout les recommandations qui nous ont intéressés. Voilà. Maintenant, ça dit que le traitement proposé à un moment donné par rapport à la thérapie est un traitement pertinent. J'ai bien lu sur certains plans. Okay. Mais sur les options, nous avons été clairs. C'est la première option. On a dit c'est pour rendre efficace les médias d'État et on ne peut pas prendre des options qui vont créer des problèmes, des remous sociaux. Donc, voilà pourquoi la commission mixte a, dans le même sens, compte tenu des plans stratégiques, a trouvé que c'était possible. Et je vous dis que le montant, les estimations financières là, puis il y a le siège, il y a les équipements et tout.
le cabinet, par exemple, pour la RTB a proposé 25 milliards, que nous trouvons même exorbitants. Mais bon, c'est leurs estimations. Par exemple, la RTB a un emprunt de 15 milliards qui gère, et le siège devait être construit à 6 milliards. Vous avez vu que les travaux ont commencé il y a quelques mois. Donc, si on déduit ça, par exemple, des 25 milliards, ça ne va pas valoir. Et il y a un des articles de la loi 59 qui dit que la taxe télé, qui est perçue actuellement par le Trésor, et qui monte à peu près entre 3 et 4 milliards par an, ça doit revenir aux médias d'État, les médias audiovisuels. Donc, nous, on se dit que si le gouvernement s'engage à opérationnaliser, il y a quand même des fonds qui pourront quand même être utilisés pour amoindrir les charges. Maintenant, pourquoi nous disons que les autres options ne nous intéressent pas? Les autres options ne rentrent pas dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi. Voilà. Alors, j'ai posé la question de la thérapie parce qu'il dit que le diagnostic a été bien fait, effectivement. Oui. Le diagnostic a été bien fait et touche du doigt les réalités. Vous prenez la RTB Télévision Ouaga, je prends par exemple les effectifs par direction. Au niveau de la direction, déjà vous avez 292 agents, soit 36,73% du personnel. Alors que l'étude dit l'option 2, c'est d'aller avec 426. Donc on est déjà même, la direction a avalé la moitié de ce qui est déjà proposé. Vous prenez la radio Ouaga, 127 agents. Donc ça veut dire qu'il y a de gros effectifs, même au niveau des directions. Donc il y a ce redéploiement de l'effectif là qui est là. Maintenant, par rapport à chaque option qui a été proposée, mais il y a eu des simulations qui ont été faites. Si on part avec l'hypothèse de 795 salariés, donc on fait les répartitions sur 5 ans, à l'année 5, au départ on a 4 milliards 21 millions et poussière, comme on le dit, pour gagner un temps, mais à l'année, à N plus 4, on a 4 milliards 690, donc soit donc il y a, on est là, l'écart est à 1 milliard et quelques, 400 et quelques. Maintenant, si on part avec 426 salariés, c'est moins. Donc il y a ces simulations-là qui ont été faites dans le but de rendre effectivement la machine fluide et puis également pour pouvoir faire entrer de l'argent, parce que quand c'est comme ça, il y a un gain financier aussi qu'on doit avoir. Alors vous dites que c'est l'option 1 que vous préférez. Le gouvernement dit... C'est pas nous seulement, la commission mixte aussi a préconisé. Voilà, le gouvernement dit, compte tenu du fait qu'il y a des simulations, c'est de poursuivre effectivement la réflexion. Bon, vous dites, pas question, vous ne voulez même plus entendre parler de la réflexion. Il faut aller tout de suite et maintenant. Maintenant, tout de suite et maintenant, il y a des hypothèses, simulations qui ont été faites. Maintenant, justement, c'est la question où je rejoins Geoffroy par rapport, effectivement, à cette réalité qui est là. Parce que la RTB, vous entendez parler de certains, après, vous n'entendez plus parler. Vous pensez qu'ils ont été affectés, pourtant, ils sont toujours là-bas. Ce sont des agents qui sont toujours là-bas. Il y en a qui disent même qu'ils ne partent plus au boulot. Mais bon. C'est cette réalité aussi qui est là, c'est notre maison commune. C'est cette réalité-là qui est là. Et puis, le diagnostic également a mis du doigt sur le programme, par rapport à la nécessité d'améliorer le programme. Donc, il y a la gestion du personnel, mais il y a le contenu également à revoir. C'est pourquoi j'ai demandé par rapport à votre appréciation. Et même que le fonctionnement actuel de la RTB est déficitaire. Elle dépense 2 milliards par an, alors qu'elle ne fait rentrer qu'1 milliard. Justement. Donc, selon les études, c'est pourquoi je demandais quel est votre regard sur parce que c'est un diagnostic qui a été posé, je voulais avoir votre appréciation. Oui, pour nous, la viabilité, ça vient en deuxième position. Voilà. Nous sommes des médias d'État, médias de service public. Donc pour nous, il n'y a pas, même RFI, tout ça, RFI est subventionné par le ministère des Affaires étrangères. La radio-télévision suisse romane, la RTBF en Belgique, ils ont des subventions. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre en avant la viabilité pour nous faire des propositions. Les simulations et tout ça, là, ça c'est le cabinet, ça c'est leur travail, nous ça ne nous regarde pas. Nous, la loi... De toute façon, c'est vous qui avez recruté ces cabinets. C'est pas nous, c'est les directions dans le protocole. Ah oui, c'est les deux directions. On a chargé les directions de recruter. Nous, on n'a fait que suivre le processus
Voilà, parce qu'on avait refusé, on m'a dit voilà, c'est des jusqu'au boutistes, on va faire une étude technique avant le passage. Donc vous avez validé le résultat, oui. Oui, mais avec une option. Ah, vous avez validé avec une option. Vous n'avez pas suivi. Je vous ai dit que la commission mixte interministérielle a préconisé, au vu des enjeux et compte tenu de l'esprit du protocole d'abord qui a donc découlé sur les études et autres, hein, il faut aller à l'opérationnalisation avec l'ensemble des effectifs. Donc c'est clair. C'est ça qui est important. Donc les viabilités, les quoi, nous on ne rentre pas dans ça. Voilà. Si on avait dit avant d'adopter la loi là sur la société d'accueil, bon, c'est possible qu'il y ait non, on a dit c'est pour résoudre des problèmes. Je pense que c'est quand même clair. Oui, ça peut être clair, mais nous, il y a des questions qu'on pose pour mieux comprendre. Non, et puis nos auditeurs aussi soient plus éclairés. Et c'est ça notre objectif ici. Oui. Moi, j'ai dit, la première option qui pour vous est la meilleure, pose à la fin, lorsqu'on continue, le problème de la soutenabilité de garder les plus de 700 agents. Et il dit bien que ça ne peut être possible qu'avec l'accompagnement de l'État, c'est-à-dire l'accompagnement financier si l'État accepte de casquer. Oui. Mais deuxième élément, parlant de ce cabinet, voilà ce qu'il préconise. Dans un premier temps, la RTB, je reviens sur la RTB, conserve sa forme juridique actuelle et négocie avec les autorités de tutelle des mesures dérogatoires à la gestion de type public à laquelle elle est soumise. Et dans un deuxième temps, lorsque sa mue aura été opérée, au bout de 3 ans, voire 5 ans ou plus, qu'elle puisse entamer sa transformation juridique sur la base des orientations données. Comme pour dire quoi? Oui. Comme pour dire que l'aboutissement à la société d'État, ça doit être un processus. Et il y a des préalables. Et le préalable, c'est une mue. Mais la mue là, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que ça veut dire qu'on se donne un temps pour pouvoir restructurer un certain nombre de choses, y compris la question des ressources humaines, et parvenir à la fin à avoir je parle entreprise, hein, à avoir à la fin une entreprise qui ait des orientations de viabilité et de permettre de passer maintenant pour une efficience, pour plus d'impact. Maintenant, alors que ici, quand on vous entend, c'est que dès demain, si on doit passer à la société, qu'on y passe et puis que l'État casque et puis on avance. Non, on n'a jamais dit ça. C'est un processus. Après les études et la validation par la commission mixte, ce qui doit suivre, c'est les décrets d'application de la loi. Est-ce qu'on a dit qu'on veut la société, c'est en un jour? Non. Nous sommes des intellectuels comme nous sommes des hommes de médias, mais si on n'a pas beaucoup d'experts en économie des médias, nous savons que c'est pas on saute pas pieds joints dans l'inconnu comme ça. Il y a des phases transitoires. Mais il faut prendre les décrets d'application pour opérationnaliser la loi. Le reste là, mais est-ce que c'est pas un piège? Dès qu'on les a, vous commencerez. Non, quand j'ai dit un piège, j'explique quelque chose. Il ne peut pas être un piège. Non, allons doucement. Allons doucement, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Alors, tout est pris, tout est clair, mais ça va avec des exigences. Vous dites que ce n'est pas que le salaire, mais il y a ça dedans. Donc ça veut dire qu'il y a des implications financières qui doivent être assumées ici et maintenant. Donc il y a des implications, même pendant le processus de changement organisationnel, il y a des implications financières qui sont là, ici et maintenant, qui font que on regarde avant de passer, avant de faire le pas. Nous, on n'est pas contre tout ça. Mais quand les décrets seront plus là, c'est tout un processus. Il y aura des travaux, la même commission va se réunir, il y aura la grille, c'est pas là, on ne va pas calculer la grille, son label pour nous. Non, c'est selon nos spécificités. C'est clair. Voilà. Donc c'est un processus, nous sommes d'accord, mais nous ne voulons plus être tournés en rond. Il faut prendre les décrets d'application. C'est ça en fait l'objet de notre lutte actuellement. Sinon on n'a pas dit de donner la société d'État, on va sauter dans l'aventure, dans un mois. Non, quand même. Vous disiez aussi à un moment donné, lorsqu'on commençait les échanges, que vous sentiez le ministre peu enclin à accompagner la dynamique. Pourquoi pour vous? Mais il nous l'a dit, clairement. Le ministre de la communication a précisé. Est-ce qu'on peut obliger une autorité à croire, non? Il vous l'a dit en quel terme? Je veux dire, depuis 2016, il a dit qu'avec la situation actuelle, la RTB, on ne peut pas aller à une société d'État. Dernièrement, en avril, il nous a dit que, comme c'est une loi, il vaut le personne, mais lui, il sait que ça ne va pas marcher. Ça a été clairement dit là. Mais nous, ça c'est de toute façon, lui, notre interlocuteur, c'est le porte-parole du gouvernement. Il n'a qu'à transmettre les dossiers. De toute façon, l'avertissement est là, non?
C'est pas un chantage ou une menace, non. C'est un droit que nous réclamons. Nous, on n'a pas dit au gouvernement d'adopter une loi sur cet État. Quand on vous suit, c'est comme s'il y avait des positions toutes faites. C'est comme si les études des cabinets n'ont servi à rien. C'est comme si tout ce processus n'a servi à rien. Bien sûr, vous aviez votre position, ce que vous voulez. Et quand vous citez un exemple RFI ou BFM TV, c'est comme si vous souhaitez que la RTB et les éditions citoyennes soient gérées de façon sociale. Non. C'est pour marquer l'importance du soutien de l'État aux médias. Même la presse privée a une subvention. Parce que la presse privée joue un rôle de service public. Est-ce qu'on va dire parce que les gens TV a ses moyens, mais vous bénéficiez de la subvention. La subvention, c'est pas une mise sous perfusion, c'est différent. Non. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous avons pour les médias publics là. Très clair. Non, je veux dire, c'est pour souligner l'importance du soutien de l'État aux médias publics partout. La RTS, l'ORTM, les noms peuvent différer, mais le soutien c'est permanent. Voilà. Les médias ne sont pas là pour faire rentrer de l'argent, non. Je regrette. Ce n'est pas ça leur mission première. Mais il y a différents statuts qui ont été essayés. Je vous ai dit budget. Et pourtant, il y a des exemples aussi dans la sous-région qui disent le contraire, avec des médias publics qui sont performants, qui font rentrer beaucoup d'argent. Bon, nous, qui ont des modèles bien précis. Oui, mais nous, le modèle qu'on a choisi ici pour résoudre les problèmes, c'est la société d'État. C'est pas nous qui avons demandé. Il y a la société d'économie mixte, par exemple. Pourquoi ils n'ont pas voté la loi dans ce sens? Au Mali, c'est pas société d'État carrément, je vois que c'est société d'économie mixte. RTS, c'est pas société d'État, mais c'est un genre comme ça. De toute façon, nous on a dit, c'est l'État qui est souverain. La loi là, mais la loi sur le code de l'État, ça n'a pas été modifié. Mais pourquoi on ne veut pas appliquer? On applique. S'il y a des problèmes, mais le même État trouvera la solution. Mais nous on avait demandé statut autonome, pourquoi on ne nous a pas donné? Si on nous avait donné le statut autonome, est-ce qu'on allait arriver? Vous avez dit c'est société d'État, donc nous on saute sur ça, on ne veut rien savoir. On applique et on verra la suite. Ah oui, le mot est lâché, on saute dedans, on ne veut rien savoir. Les gens ont brisé leur carrière dans ce combat. Et vous voulez que, parce qu'on veut dire oui, il y a simulation de quoi, effectif quoi, ça ne marche pas. Il faut appliquer la loi, un point c'est tout. Et vous voyez que nous avons été patients. Si on était des jusqu'au-boutistes, il y a des travailleurs même qui ont dit non, vous avez vendu la lutte, sinon comment on peut attendre 2 ans, il n'y a pas de solution, et vous êtes là assis. Voilà, on s'est levé maintenant, c'est le bon moment. Est-ce qu'on peut nous dire qu'on n'a pas été patient? Toutes les études, c'était des contributions pour donner la voie à suivre. Études techniques. J'ai voulu le passage de la sortie de crise, c'est très important. Si on ne veut pas tenir compte de ça, on veut nous ramener à des simulations de cabinet, ça ne peut pas marcher. La crise, vous voyez non? Dans le but d'opérationnaliser les articles 7, la loi 57, ça c'est pour Siloya, et 59 pour la RTB, portant le régime juridique de la presse écrite et de la radiodiffusion sonore. Le gouvernement s'engage à mettre en place la commission mixte. Donc vous voyez, c'est une commission qui est très importante. Si elle a fait des recommandations, ça doit être suivi. Si le gouvernement ne veut pas autre chose. Mais s'il ne veut pas que la autre chose, ça peut être quoi? C'est la crise. En refusant d'opérationnaliser avec l'ensemble du personnel. Donc c'est clair, c'est pas nous qui avons... Pour la sortie de crise, voilà ce qui a été arrêté. Donc, nous sommes des gens conséquents, nous sommes une organisation responsable, nous ne sommes pas là pour troubler le sommeil de qui que ce soit. Maintenant, ceux qui doivent nous écouter, s'ils ne nous écoutent pas, si leur sommeil est troublé, ça c'est pas la faute des travailleurs. Bernard? Oui, moi lui il a dit bon, on saute pieds joints, on s'en fout du reste. Non, j'ai pas de pieds joints. On prend d'abord le décret d'application et le processus suit son cours. Voilà. S'il y a des problèmes, le gouvernement trouvera les solutions pour... Sinon, je vous ai dit, notre revendication, c'est l'amélioration conséquente des conditions de vie et de travail. Et c'est ça qui a créé la crise. Voilà, ça a été clairement dit. Au terme des négociations, les deux parties ont convenu de ce qui suit, de l'amélioration conséquente des conditions de vie et de travail des personnels des médias publics, la transformation des stations publiques de l'État, RTB et ils sont suivants en société d'État.
On veut nous parler de quel cabinet ou quoi? Mais pour la transformation en société d'État, ça veut dire on dit transformation. Donc quand on parle de transformation... C'est une mutation. Oui, c'est une mutation. Donc quand il y a une mutation, il y a à regarder avec lucidité pour voir, nous allons muter pour aller vers où? On change pour aller vers où? On transforme pour avoir quoi? C'est ça. Donc si on ne prend pas en compte, effectivement, on dit, bon, comme il faut aller, on y va, à un moment donné, la machine se grippe. C'est pourquoi je pense que les études ont été faites. Vous avez été associé à la validation de ces résultats-là, de ces cabinets-là, pour pouvoir effectivement aller. Autrement dit, si le syndicat même n'avait pas donné validation, c'est pas évident. Mais là, vous avez reconnu que le diagnostic a été bien fait. Oui. C'est pourquoi j'ai dit maintenant pour transformer, comment on le fait, pour ne pas qu'on soit rattrapé 1 ou 2 ans après la mise en œuvre, on se rend compte qu'on aurait dû prendre certaines précautions. Donc, pour moi, est-ce que ce temps de réflexion qui a été donné là, ce n'est pas pour prendre encore toutes les précautions, au cas où on part même avec l'ensemble des effectifs? Oui. Quelles sont les précautions qu'on prend pour aller avec? Et si on commence sans réellement prendre en compte les précautions, parce que Geoffroy a rappelé les conditions pour aller avec l'ensemble des employés, l'argent à mettre, les autres conditions par rapport même à la fiscalité et tout, pour l'acquisition du matériel, les exonérations à faire. Il y a ce travail-là également qui a été fait. Comment est-ce qu'on enclenche tout ce mécanisme sans une réflexion approfondie? Je pense que c'est beaucoup plus dans ces conditions, quoi. Mais c'est ce que nous attendons. Maintenant, il a fallu qu'on interpelle encore. Nous connaissons tous comment ça fonctionne là. Comment ça fonctionne? Mais en 2016, si on n'avait pas mené les actions, est-ce que ils allaient même... Le gouvernement n'allait jamais s'engager? Ils trouvent que c'est pas pour eux qu'il y ait solution ou pas. C'est ce que nous pensons. C'est vrai qu'en tant que syndicat, vous militez pour l'intérêt de tout le monde, mais est-ce qu'en toute logique, vous pensez que les effectifs actuels de ces 2 médias-là sont soutenables? C'est soutenable. Je vous dis que, par exemple, il y aura des chaînes thématiques qui seront créées à la RTB. Le personnel qui est là actuellement, mais les gens n'arrivent même pas à assumer l'ensemble des tâches. Et le juge Bougouma a parlé de... Combien? 92, c'est déjà la direction, c'est la direction seule. Est-ce que les autres compartiments... Est-ce qu'on vous a dit que c'est seulement les journalistes et les techniciens? Non, mais il y a l'administration. Oui, c'est ce que je dis, parce que j'ai pour le moment parlé des directions, je n'ai pas parlé même des autres entités, tout. Non, avec la création des chaînes thématiques, il faut du personnel. Il y aura un redéploiement forcément. Voilà, donc le personnel n'est pas pléthorique. À Silouaya, pour je vois c'est 4 régions qui sont fonctionnelles avec 200 et qu'elles ne valent même pas 300. Où est la pléthore ici? Si l'imprimerie, la rotative est tout le temps ils sont en panne, ils tirent au niveau du privé. Mais malgré tout, en tout cas les médias arrivent à jouer leur rôle de service public. Donc ce qu'il faut retenir, nous ne sommes pas contre le processus. La première qu'on a accepté les études interminables pendant 2 ans, il y a eu des indications qui ont été données et la recommandation principale de sortie de crise, il faut tenir compte de ça. On va à la société travailler l'ensemble personnel avec toutes les phases. Il y a des phases transitoires, mais nous sommes au courant. D'accord, on va tirer une conclusion de cette audition de M. Dramé, SG du Synatic, Geoffroy Vaha. D'accord, merci Président. On a écouté et on a senti son engagement, évidemment, à défendre les intérêts qui sont ceux des travailleurs. Mais il y a une réalité, c'est que la RTB, c'est notre maison commune. Et puis, je dis toujours, on n'évolue pas en vase clos, c'est fini. Et on est fiers, évidemment, de voir une télé qui, regardée de l'extérieur, est la vitrine du Burkina et devrait être ici à un certain niveau. Et à la vérité, il y a beaucoup d'efforts à faire pour cette RTB-là aujourd'hui. Et je ne parle pas des qualités de travail parce qu'on travaille avec des hommes qu'on connaît sur le terrain qui sont professionnels. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une limite objective du moyen, du matériel qui est mis à disposition et même
quelquefois aussi de la vision, parce qu'on a vu sur des chaînes, on a vu comment des chaînes nationales dans la sous-région ont connu des mues en un petit temps et ont ressemblé à des chaînes qu'on envie en Europe et qui, même en matière d'audimat, sur certaines heures, tranchent carrément avec certains programmes qui sont donnés sur des bouquets. C'est ce qu'on veut voir aussi pour cette RTB-là. Et si les efforts doivent être faits dans le sens qui est voulu par le syndicat pour qu'on puisse atteindre notamment cette qualité-là, et je dis encore, parce que c'est la vitrine aussi du Burkina, quoi qu'on dise. Si des efforts doivent être faits, il faut que cela se fasse. Maintenant, à chacun d'accepter que les lignes bougent, parce que on va souvent à des résultats probants lorsque chacun accepte de donner et accepte de laisser. C'est comme ça que ça fonctionne. Bernard? Oui, effectivement, nous sommes dans une situation où on a besoin également que notre télévision nationale, qui est l'une des premières d'ailleurs de la sous-région, puisse rivaliser avec celles qui sont d'ailleurs venues après. Donc, quand on regarde, ah oui, mais c'est vrai, vous regardez, on a même devancé la Côte d'Ivoire pour la télévision. Donc je pense qu'il y a un saut dans l'histoire que nous avons opéré et nous devrons pouvoir garder le cap et être la maison école, quoi. Donc il y a une mue à opérer, il y a des sacrifices à consentir et il y a aussi des efforts à faire et c'est à l'ensemble des deux camps. Ce n'est pas sur le plan professionnel, pas du tout. Là, on a effectivement des hommes et des femmes de qualité qui animent cette télévision-là. Mais il y a un travail à faire au niveau de la chaîne du management pour pouvoir évoluer. Parce que quand, même pour sortir un ordre de mission, il faut courir aller au secrétariat général du gouvernement et passer par toute une chaîne. À un moment donné, même sur le plan fonctionnement, c'est très lourd. Bon, ça s'allège de plus en plus, c'est bon. Mais il y a encore un autre travail à faire parce que ce qu'on cherche aussi, c'est la qualité des hommes et surtout, mais aussi au niveau des programmes. Mais il y a un travail à faire. C'est un tournant historique en tout cas pour notre télévision et c'est très attendu. Voici, M. Dramé, ce que le tribunal pense de votre lutte. En tout cas, nous vous remercions vraiment pour ces contributions et nous espérons que l'autorité va prendre la bonne décision pour que cette mutation-là puisse vraiment se faire sans remous. Voilà, c'est tout notre souhait. D'accord. Mais en attendant, nous allons les interpeller quand même demain après-demain. Ça suppose qu'il y aura interruption des programmes et des parutions? Mais c'est un arrêt momentané de travail, donc on va faire une bonne annonce pour informer l'opinion que nous ne sommes pas contents et à 11h on reprend le travail. On espère que les partis vont trouver intérêt d'entente dans cette crise. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, on espère que vous avez bien maîtrisé la situation qui prévaut au niveau de ces deux médias d'État et vous allez suivre de très près l'évolution de la situation. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain mercredi pour la 3e convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.